Bonjour, merci de suivre les nouvelles du fleuve Sénégal sur Sud FM en partenariat avec l'Organisation mondiale, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, le MVS, qui assure la gestion concertée de cette ressource partagée. On le rappelle, le fleuve prend source en Guinée, traverse le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Nous poursuivons ainsi notre voyage sur ce fleuve dont les enjeux sont géopolitiques, environnementaux, mais aussi économiques, agriculture irriguée, navigabilité, hydroélectricité. L'un des défis pour le MVS, un futur marché sous-régional de l'énergie, un moyen de désenclaver les territoires, d'assurer le développement local, de favoriser l'intégration sous-régionale. Et on en parle aujourd'hui avec nos invités. Nous avons sur ce plateau avec nous Monsieur Mohamedou Massiré Diakité, chef de la division aménagement hydraulique, hydroélectrique et transport. Bonjour Monsieur Diakité. Bonjour madame. Et puis nous aurons également l'intervention depuis le Mali de Madame Li Fatoumata Kane, coordonnatrice de la cellule nationale OMVS du Mali. L'OMVS gère le fleuve en vue d'exploiter ses ressources, irrigation, navigation eau potable. Elle a réalisé plusieurs ouvrages communs pour satisfaire les multiples usages. Parmi ces usages, il y a l'énergie électrique. On en parle aujourd'hui. Monsieur Mohamedou Massiré Diakité, l'énergie occupe quel poids dans les objectifs et choix de l'OMVS? Merci madame. Tout d'abord, je voudrais saluer vos auditeurs et auditrices et vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez pour parler de ce que nous faisons pour la population du bassin. Vous le disiez tantôt, l'OMVS a plusieurs objectifs, parmi lesquels l'hydroélectricité. Donc, pour parler du poids de l'hydroélectricité dans la vie de notre pays, on peut parler de l'importance de l'électricité en général, de l'énergie en général dans l'économie de notre pays. Donc on ne peut pas se développer sans énergie de nos jours. Donc la base même du développement socio-économique, c'est l'énergie. Donc c'est ce que nos plusieurs autorités ont compris et en mettant en avant ce secteur à travers un programme prioritaire d'infrastructure régionale, ce qui nous a permis de réaliser certains barrages, notamment des centrales hydroélectriques. Je veux parler de celles de Manantali, de Felou, qui sont en activité, et celles en cours de réalisation de Gouina. Et c'est un besoin prioritaire commun aux États membres? Tout à fait. D'accord. Deux ouvrages hydroélectriques notamment, vous l'avez évoqué. Il y a d'abord Manantali sur le Bafing au Mali. Quelle puissance est livrée aux sociétés nationales d'électricité? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce complexe qu'est Manantali? En fait, le projet énergie de Manantali a été réalisé de 1998 à 2002. Donc ce projet a permis d'installer une puissance de 200 mégas pour un productible moyen de 800 gigawattheures par an. Donc c'est ce productible qui est réparti entre les sociétés d'électricité des trois pays qui bénéficient de cet ouvrage, parce que quand on réalisait cet ouvrage, la Guinée n'avait pas rejoint l'OMVS. Comme je le disais tantôt, l'ouvrage a été mis en service en 2002, la Guinée a rejoint l'organisation en 2006. Voilà. Et c'est réparti de façon équitable? Oui, vous savez, nos ouvrages sont des ouvrages à but multiples. Quand vous réalisez un ouvrage, en fonction des services qu'il rend, il y a une répartition globale des bénéfices tirés de cet ouvrage. Parmi les bénéfices d'un ouvrage comme Manantali, par exemple, qui sert à irriguer, à produire de l'électricité, l'énergie électrique, à alimenter en eau potable, à faire la navigation. Donc c'est une répartition globale des avantages tirés de l'ouvrage qui est tenue en compte. Donc c'est pas une répartition sectorielle. Quand vous allez voir un secteur uniquement, vous pouvez être induit dans l'erreur. C'est pour cela qu'il y a une répartition équitable de façon globale. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, allez-y. Voilà, donc pour l'électricité, donc la répartition est comme suit. Il y a le Mali qui est à 52%, il y a la Mauritanie qui est à 15%, le reste revient au Sénégal, c'est-à-dire 33%. Donc, mais quand vous partez dans les autres domaines,
il y a une répartition aussi. Et donc ce qui fait que l'ensemble est équitable. D'accord. Il y a également, outre le complexe Manantali, il y a l'aménagement de Felou, et c'est également important dans le cadre de la production. Effectivement, il s'agit d'un ouvrage au fil de l'eau qui a été réceptionné en 2014, donc qui a permis d'installer 60 MW et qui produit annuellement autour de 327 gigawattheures par an. Donc cette énergie aussi est répartie entre les 3 sociétés, à savoir EDEM du Mali, Sénélec du Sénégal, Somelec de la Mauritanie. Et Société nationale d'électricité. Voilà, et il y a un réseau de transport interconnecté. Effectivement, quand vous installez une centrale, il faut associer toujours des modes de transport. Donc quand on a fait le projet énergie de Manantali, on a construit environ 1700 km de lignes et de postes. Donc ces lignes servent en gros à alimenter les 3 capitales et les villes, les grandes villes qui se trouvent le long de ces lignes-là. Les grandes villes, à peu près, des exemples? Bon, il y a des postes au niveau de certaines localités. C'est là-bas que l'ONVS connecté au niveau des réseaux nationaux. Donc il appartient à chaque État maintenant de faire la distribution. Bon, tout compte fait, une énergie, dès qu'elle est injectée dans un réseau national, elle part partout. Donc le reste, tout le monde en bénéficie, jusqu'à Dakar. Oui, Dakar, ça devient une affaire de l'État en question, donc ça peut partout. Donc c'est un projet ambitieux concernant l'énergie avec l'OMVS. Il y a d'autres aménagements en cours et des projets pour améliorer la capacité de production. Tout à fait. On a une centrale en cours de finalisation, dont les travaux ont commencé depuis 2016. Il s'agit de Gouina, qui est sur le fleuve Sénégal aussi, qui est à cheval entre Manantali et Felou. Donc qui est à peu près à 70 km de Felou et à 160 km de Manantali. Donc cet ouvrage va permettre d'installer à peu près 140 mégas pour un productif moyen d'environ 607 gigawattheures par an. D'accord. D'autres projets également, Gourbassi, Koukountamba? Oui, parmi ces deux-là, le plus avancé, si on peut dire, c'est Koukountamba, parce qu'on a signé le contrat commercial de Koukountamba avec un partenaire chinois qui, depuis février 2019, donc c'est un projet qui se trouve sur le Bafi, en amont de Manantali. Donc c'est un projet qui doit permettre d'installer 294 mégas pour un productible moyen de 888 gigawattheures. Donc ce qu'il faut comprendre pour ce projet, qui est essentiellement à but d'énergie, mais il y a un réservoir derrière, mais donc ça devient, quand il y a un réservoir, on peut faire beaucoup de choses avec, ce dont on vient de parler. Il y a environ 645 km de lignes qui seront construites. Donc il y a une ligne qui part du site vers Conakry, qui fait à peu près 300 km. Il y a une ligne qui va rejoindre des réseaux RIMA à Manantali. Donc de tout ça fait 645 km à peu près. Donc ce qui va venir densifier les réseaux de l'OMVS. Et quel est l'objectif global justement de l'OMVS une fois ces projets achevés? Bon, notre objectif, c'est vraiment, parmi les missions qui nous sont assignées, c'est l'autosuffisance alimentaire des populations du bassin, de réduire la vulnérabilité de nos économies face aux aléas climatiques, de sécuriser les revenus et d'augmenter les revenus de la population, de préserver l'environnement. Donc, c'est un développement social qu'on vise en fait. Et parmi les usages de l'hydroélectricité, vous nous avez un peu expliqué ce qui est prévu avec les différents ouvrages. De quoi couvrir les besoins des États membres qui sont pratiquement tous déficitaires en ce moment? Bon, notre potentiel ne peut pas couvrir les besoins de nos pays parce que ces besoins croissent d'année en année.
Donc, alors que le potentiel, il ne croit pas. Donc, vous savez, on ne peut pas faire un ouvrage partout. Il y a des sites propices à l'installation d'un ouvrage et un ouvrage a une capacité limitée. Ça, c'est ce qui fait que, bien vrai qu'on a beaucoup de sites, mais malheureusement, nos besoins sont tels que, même si on mettait en œuvre tout notre potentiel, on ne pourrait pas faire face aux besoins de plus en plus croissants de nos populations. Mais cette production d'électricité pourrait aider à réduire les coûts de l'électricité, à redynamiser les industries. Tout à fait, parce que l'énergie hydroélectrique, c'est parmi les moins chers. Donc, étant donné que ces ouvrages appartiennent aux États, donc les coûts sont abordables par rapport au thermique. D'accord. Et l'OMVS envisage également de s'ouvrir au marché sous-régional de l'énergie. Comment cela va-t-il se matérialiser? Vous savez, le marché international de l'énergie, c'est un ancien débat qui s'est fait au niveau de la CEDEAO. Donc, il y a une institution, le WAP, en français EEA, donc le système d'échange d'énergie électrique. Donc, c'est une question qui est abordée à ce niveau. Donc, il s'agit maintenant de faire l'échange d'énergie entre les États membres de cet organisme. Donc, les pays qui produisent plus peuvent céder à ceux qui produisent moins. Et pour cela, il faut un réseau de transport électrique. Donc, c'est d'où vraiment là l'avantage de l'OMVS qui a déjà un réseau de 1700 km qui est en train de se développer avec Gouina. Parce qu'avec Felou, déjà, notre réseau il est presque saturé. Donc, ce qui fait que nous sommes en train de faire 3 lignes prioritaires pour pouvoir évacuer l'énergie de Gouina. On est en train de faire une ligne au Mali qui va partir de Manantali pour aller à Bamako, qui fait à peu près 300 km. Une ligne qui part de Kaye, qui vient à Tamba, 260 km. Et il y a une ligne qui va partir de Kaye pour passer par Yelimane, Tintan et Kifa, qui va faire à peu près 450 km. Ces lignes, les 2 premières lignes sont en cours de travaux. La 3e ligne a accusé un peu de retard, mais ce qui va faire qu'on aura en moyen terme plus de 100 km 1000 km de lignes. Et pour Koukountamba, qui vient en moyen terme, il y a 600 et quelques kilomètres aussi. Donc, il y a Gourbassi, qui vient en moyen terme aussi, il y a une centaine de kilomètres de lignes. Donc, ce qui fait que le réseau de l'OMVS est vraiment un atout important dans le cadre de l'échange de l'énergie, ce qui vise les marchés de l'énergie. Et un des avantages aussi, l'OMVS est placé à cheval entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce qui fait que le Maghreb étant connecté à l'Europe, la Mauritanie faisant frontière avec le Maghreb, notre réseau se trouvera le trait d'union entre le Maghreb, voire même l'Europe et le reste de l'Afrique. Donc, et il faut savoir que quand ce marché sera fonctionnel, je pense que c'est le cas, le transport de l'énergie sera rémunéré. Oui. Donc, c'est un atout majeur pour... Majeur. Oui. Oui. D'accord, donc c'est un projet ambitieux de l'OMVS donc concernant la production de l'énergie hydroélectrique. Mais aujourd'hui, est-ce que les ménages du bassin sont raccordés au réseau? Est-ce qu'ils profitent donc de ce projet ambitieux? Tout à fait. Et nous avons pour le réseau en cours de service, nous avons au niveau de chaque pays des postes électriques. Donc, chaque pays met actuellement 5, n'est-ce pas? Au niveau de ces postes, on peut distribuer de l'énergie, n'est-ce pas? Un poste électrique, c'est un élément des réseaux qui permet de distribuer de l'énergie via des éléments bien disposés, ce qui permet aux services nationaux d'énergie d'alimenter les localités qu'elles veulent. Mais est-ce que les localités qui sont traversées par ces lignes haute tension bénéficient de l'électricité? Tout à fait. Parce que souvent les populations se plaignent d'être traversées par ces alors qu'elles ne bénéficient pas de l'énergie. Oui, on a un programme d'électrification rurale. Donc, qu'on a commencé peut-être un peu plus tard par rapport à Manantali.
mais qui a vu le jour quelques années après la mise en service de la centrale de Manantali. Mais maintenant, on est de plus en plus vraiment actif par rapport à l'alimentation des localités, et chaque centrale qui est inaugurée va avec un programme d'électrification rurale. D'accord. Voilà, c'est pour permettre à ces populations quand même de bénéficier. Tout à fait. D'accord. Donc un projet ambitieux qui bénéficie aux populations riveraines, mais de manière plus globale à la population de ces pays membres. Le MVS, c'est la gestion concertée transfrontalière entre 4 pays, et aujourd'hui nous quittons Dakar pour nous rendre à Bamako pour rejoindre Madame Ly Fatoumata Kane, coordonnatrice de la cellule nationale OMVS du Mali. Madame Ly, bonjour. Bonjour. Je rappelle donc que vous êtes la coordonnatrice de la cellule nationale OMVS du Mali. Nous parlons du potentiel hydroélectrique de l'OMVS, potentiel important avec plusieurs projets de barrages. Il y a également une énergie solaire, projet très ambitieux et qui va avoir des impacts au niveau de toutes les populations. Oui. Oui. Madame Ly, bonjour. Oui, ça va, vous allez bien? Bien, merci. Voilà, je voulais en tout cas vous remercier d'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur les investissements qu'on est en train de faire dans le cadre de l'OMS. Et remercier aussi nos pères fondateurs pour cette vision pour promouvoir la coopération entre les États membres de l'OMS. Comme vous l'avez dit, effectivement, il y a des projets hydroélectriques, mais on a aussi l'ambition de développer des projets solaires dans le système OMS, effectivement. Des projets qui sont aujourd'hui en étude au niveau des États de l'OMS. Donc, comment va se passer cette initiative concernant l'énergie solaire? Quel apport? Bon, quel apport? Comme vous le savez, on vient de vous exposer nos potentiels nos besoins en électricité ne sont pas totalement satisfaits par les projets hydroélectriques, même s'ils sont moins chers. Mais nous voulons quand même promouvoir cette initiative pour vraiment accélérer l'accroissement de la production d'énergie dans nos États, à partir du solaire qui aussi coûte moins cher. C'est ça. D'accord. Et par rapport à la fourniture électrique pour le Mali, est-ce que cet apport est jugé important? L'apport du système solaire? Non, du potentiel hydroélectrique de l'OMVS pour la production électrique au niveau du Mali. Bon, ce potentiel n'est pas suffisant pour la production, pour les besoins du Mali, et bien sûr, et même pour les autres États. C'est pourquoi on a l'initiative d'augmenter cette production à partir de l'initiative solaire. Et ça veut dire que le déficit est toujours important? Bon, pour le moment, le déficit est important pour le pays, mais pour le Mali, c'est encore plus important. C'est ça. D'accord. Il y a un autre défi à relever. Nous quittons l'hydroélectricité pour parler de la navigabilité pérenne. Je crois que c'est également important pour tous les pays membres, mais notamment pour le Mali. Oui. Bien sûr, vous savez que le projet navigation fait partie des premiers programmes et d'infrastructures régionales qui ont été programmées par l'OMS. Et les autres projets, comme dans les différents volets, tels que la maîtrise de l'eau sur le fleuve, il y a eu des investissements tels que Manantali et Djama. Pour la production d'énergie, vous savez qu'il y a une centrale électrique à Manantali, au bas du barrage. Il y a aussi le barrage de Felou qui a été construit. Et dans le domaine de l'irrigation, il y a eu aussi des réalisations. Vous savez, le projet de navigation fait partie des premières infrastructures de première génération qui n'a pas eu pour le moment de début de réalisation. C'est vrai que c'est un projet important pour tous les pays, mais spécifiquement pour le Mali, qui est un pays qui est très enclavé. Je pense qui n'a pas d'accès à la mer, c'est plus important pour nous. Et aujourd'hui, quelle est la situation? On évoque notamment des tests en cours. Oui. Bon, aujourd'hui, la situation, c'est vrai que c'est un projet qui est en retard, mais je pense qu'avec l'appui des chefs d'État et les ministres, nous avons élaboré une feuille de route qui nous a permis d'avancer aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les études techniques sont presque terminées, les études d'impact environnemental et social sont terminées.
On a un contrat commercial qui est signé avec une entreprise indienne, Afcons, aujourd'hui, qui a été signé en octobre 2019. Nous avons pu réaliser aussi un test de navigabilité, 2 tests de navigabilité, et cette année, on vient de les faire même en septembre, qui a bien marché. Nous sommes à ce stade et aujourd'hui, nous sommes au stade de la mobilisation du financement de ce projet. Il y a une évolution, mais il faut reconnaître que c'est un projet qui est vraiment, dont la mise en œuvre a pris énormément de retard. D'accord. Et tous ces projets ont des impacts sur le développement des territoires traversés par le fleuve. Électrification rurale, nous disait tout à l'heure notre invité. L'OMVS veille également à la question environnementale. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi la question environnementale. Nous avons beaucoup de programmes aujourd'hui qui sont mis en œuvre pour la protection des ressources en eau à travers notre programme de gestion intégrée des ressources en eau. Nous avons beaucoup d'activités là-dedans. Il y a des activités de sensibilisation pour la protection de la ressource. Il y a des activités de réalisation d'infrastructures de pêche, de santé, d'aménagement hydroélectrique. Donc, vraiment, sur ce plan, nous avons beaucoup évolué et nous avons un programme qui se met en œuvre de façon correcte. D'accord. Donc, des projets qui ont des impacts sur le développement du territoire. Est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui, pour nos auditeurs, un exemple d'une activité impactée positivement et fortement par les ouvrages communs de l'OMVS? Quelle activité, quel secteur d'activité fortement impacté? Bon, en fait, le secteur d'activité fortement impacté par les infrastructures, comme on vient de le dire, il y a le secteur d'abord de la production d'électricité, mais il y a aussi la production de l'irrigation. Les aménagements qui sont au niveau de ces pays contribuent beaucoup, ils sont impactés. Il y a même la santé, il y a aussi même des infrastructures de pêche dans tous les pays membres. Donc vraiment, il y a le volet hydro-agricole qui est impacté fortement. Il y a le développement de la pêche traditionnelle, le volet santé. Vraiment, moi, je pense que c'est un projet intégré qui a impacté beaucoup de secteurs de développement de nos localités. Madame Ly Fatoumata Kane, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice de la cellule nationale OMVS du Mali. Du Mali. Du Mali, oui, c'est cela. Merci. Merci de votre intervention dans cette émission Nouvelles du fleuve au Sénégal. Mais rappelons-le, l'OMVS, c'est 4 États, c'est une gestion transfrontalière, ce qui nous a mené à Bamako. Vous avez entendu l'intervention de Madame Ly, qui revenait un peu sur l'importance de ce programme hydroélectrique pour ce pays déficitaire. Je voudrais dire bonjour à ma grande sœur, Madame Ly. Bonjour, Madame Ly. J'ai bien noté ce qu'elle vient de dire. Tout ce qu'elle a dit, c'est pertinent. Donc, elle a souligné effectivement l'importance de notre programme, la réalisation de notre programme pour le développement socio-économique de nos États. Donc, comme elle le disait tantôt, on est obligé de diversifier nos sources de production parce que le solaire aussi, le coût de revient est moins cher par rapport au thermique. C'est ce qui nous amène à diversifier. Donc, c'est pour une énergie régulière, fiable et à un coût compétitif. Tout à fait. Et quel est l'objectif au-delà de la production, de fournir de l'électricité aux populations? Il s'agit également de redynamiser ou de favoriser le développement industriel. On sait que le coût de l'énergie est un facteur qui freine un peu le développement de l'industrie dans nos pays membres. Tout à fait. Les sources de production que nous visons, c'est des sources qui luttent contre la pollution, qui luttent contre le changement climatique. C'est l'énergie propre qu'on tente de vulgariser. Donc ça va dans le sens vraiment des objectifs assignés par les pères fondateurs de notre organisation. Et il y a des opportunités d'investissement autour de ce projet hydroélectrique, notamment pour le secteur des télécoms. Tout à fait. On parlait tantôt du réseau interconnecté de Manantali, qui est en cours de densifier. Peut-être qu'on va devoir même changer de nom, parce qu'au début, vous voyez Manantali là-dedans, puisqu'on a nos ouvrages qui augmentent. Donc, c'est d'autres ouvrages qui sont en cours de réalisation. Donc, ces lignes de transport électrique intègrent ce qu'on appelle la fibre optique, qui permet aux sociétés
de téléphonie d'utiliser vraiment à moindre coût cette fibre-là. Donc, nous sommes déjà en partenariat avec certaines de ces sociétés nationales qui exploitent notre fibre optique. Donc, c'est un plus pour nous et un plus pour ces sociétés également. Et il y a d'autres domaines que ce programme va également favoriser pour attirer plus d'investisseurs en dehors du secteur des télécoms. Il y a d'autres secteurs qui peuvent attirer les investisseurs? En ce qui concerne les lignes? Non, en dehors des lignes, je veux dire, avec ce développement de l'hydroélectricité, les opportunités d'investissement vont davantage. Tout à fait. Quand l'énergie est disponible, c'est tout le secteur qui en profite. Et que ce soit l'agro-industrie, le tourisme, même le secteur informel. Puis on s'arrête un petit peu sur l'agro-business. Aujourd'hui, en dehors de la compagnie sucrière sénégalaise, est-ce qu'il y a d'autres grandes industries qui se développent aux abords du fleuve grâce justement à vos ouvrages communs? Oui, quand vous partez dans la vallée, notamment autour de vers Dagana, Saint-Louis, quand vous partez dans la zone, vous voyez beaucoup de grands exploitants qui se sont installés. Donc il y en a beaucoup dont j'ignore le nom, mais qui se sont installés et c'est tout à fait récent. Et je pense que c'est grâce à la disponibilité de l'eau. Parce qu'avant cet ouvrage, l'eau n'était pas disponible pendant toute l'année, mais c'est la disponibilité de l'eau qui a permis à ces grands investisseurs qui viennent de l'extérieur. Et vous entendez souvent qu'il y a des gens qui prennent des centaines ou des milliers d'hectares. C'est lié à la disponibilité de l'eau. Donc, ils se sont installés déjà. D'accord. Grâce justement aux ouvrages communs, l'agro-business qui se développe, les cultures irriguées qui permettent donc l'installation de plusieurs autres secteurs d'activité. Donc, les réalisations de l'EMVS, donc les impacts vont au-delà de ce que nous voyons concrètement. Ça dépasse l'agriculture, ça dépasse l'accès à l'eau et finalement l'hydroélectricité. Mais ça impacte le développement économique des États membres. C'est tout à fait ça. C'est l'objectif visé, c'est le développement de nos États. Donc ça, c'est multisectoriel. C'est multisectoriel. C'est ça. D'accord. Parlons un peu, Madame Ly l'a évoqué, de l'importance de la navigabilité. Donc aujourd'hui, des projets sont en cours, mais il y a énormément de retard. Oui, et comme le disait Madame Ly tantôt, la navigation fait partie des projets des premières générations de l'OMVS. Donc quand l'OMVS a été créé en 1972, il y a eu un programme d'infrastructures régionales dont la première génération, c'était le barrage la régularisation du cours, et la navigation et l'agriculture irriguée. Donc, on a fait des avancées dans ces deux domaines, mais il reste maintenant la navigation, qui d'ailleurs était pratiquée bien avant la création de l'OMVS. Donc, c'est la sécheresse des années 70 qui a un peu freiné, qui a même freiné l'essor de cette navigation. Donc, avant la sécheresse, là, donc, les navires partaient jusqu'à Caille. Il y avait une navigation pérenne sur 948 km. Donc, suite aux années de sécheresse, nous avons remarqué des seuils, c'est-à-dire des obstacles au niveau du chenal. C'est ce qui a vraiment donner un coup d'arrêt à cette navigation. Donc maintenant, on veut vraiment relancer cette navigation. Et elle a évoqué les avancées notées. Et donc, il y a un contrat commercial qui a été signé avec un partenaire. Donc, ce qu'il faut comprendre, nous sommes à la première phase de ce projet de navigation. Donc, cette première phase concerne les infrastructures telles que le port fluvio-maritime de Saint-Louis, qui comprend un port de pêche, un port de plaisance, un port commercial. Il y aura un chenal de 905 km. Il y aura 5 escales portières. 905 km à partir de Saint-Louis jusqu'à Ambidedi. C'est au Mali. Ambidedi, c'est au Mali, c'est à peu près une cinquantaine de kilomètres de Kidira. Donc vous voyez, ça ne rentre pas beaucoup dans les territoires maliens. Mais il y aura 5 escales portières
en Mauritanie, ainsi que 3 appointements. Il y aura également le même dispositif au Sénégal. Donc, l'objectif, on aura à peu près un chenal qui va désenclaver les localités riveraines. En Mauritanie, ça sera la partie sud. Au Sénégal, c'est la partie nord. Et au Mali, maintenant, il y aura un port terminus, un port fluvio-maritime à Mbidedi. Donc, c'est pour vraiment booster l'économie de ces localités-là. Voilà. Ça va permettre la valorisation des ressources naturelles et ça intègre l'un des objectifs aussi de l'OMVS, c'est l'intégration sous-régionale. Ce projet de navigation est tellement important que c'est un projet qui va concerner directement les populations sur place. Vous imaginez un chenal de 900 km entre les localités. Donc c'est comme une autoroute qui est là pour tout le monde. Vous avez une pirogue, vous prenez votre pirogue, vous partez. Vous avez les barges qui vont venir, qui vont peut-être de capacité 1500 tonnes, qui peuvent faire du transport de masse. C'est là où va intervenir la seconde phase, qui sera consacrée en partie au transport minéral. D'accord. Voilà. Donc des infrastructures fluviales. Voilà. Dans le projet, je vois également que l'OMVS envisage des infrastructures routières. Tout à fait. Pour relancer la navigation, on a fait un programme qu'on a appelé CITRAN. C'est le système intégré de transport multimodal. Donc, c'est vrai que c'est la navigation qui constitue l'épine dorsale de ce système-là, mais ce système intègre tous les modes de transport afin de désenclaver les localités qui abritent nos ouvrages. Par exemple, quand vous avez un barrage, par exemple, dans une localité, il faut que cette localité soit désenclavée. Le CITRAN permettra d'atteindre ces objectifs. D'accord. Voilà. Donc, que ce soit par la route, soit le chemin de fer. Donc, on a parlé de la navigation qui constitue le maillon essentiel. D'accord. Des projets qui devraient avoir des impacts notables pour le développement des territoires. Est-ce qu'on a des délais par rapport à l'achèvement de ces travaux? On sait que pour la navigabilité, il y a déjà un retard énorme. Oui. Énorme. Donc, pour les autres projets aussi, tout aussi ambitieux. Oui, vous savez, un projet, il y a toujours un planning. Mais généralement, un projet, surtout un projet d'envergure, il y a généralement des retards liés à plusieurs facteurs. Pour ce qui nous concerne, le facteur le plus handicapant pour le moment, c'est la mobilisation des financements. Justement. Voilà. Et qui est-ce qui finance concrètement ces projets, si l'on sait que nos États ont d'autres priorités? Mais non, nos États, la priorité de nos États, c'est le développement de toutes nos localités, l'épanouissement de nos populations. Donc, le bassin du fleuve Sénégal, si vous comptez, il y a à peu près 15 millions d'habitants. Donc, c'est une priorité pour nos États, mais la lenteur liée au développement, à la mobilisation de financement, puisque c'est nos États qui s'engagent. Donc, c'est lié à la capacité de nos États, la capacité financière de nos États. Mais les institutions internationales vous soutiennent dans ces projets. Vous avez leur appui? On a leur appui, mais les institutions financières ont leurs critères aussi. Nos États ne sont pas forcément libres parce qu'il y a des institutions comme le FMI, ils mettent un seuil d'endettement. Nos États sont confrontés à cette entrave-là. Donc, vraiment, c'est ce qui fait que les projets connaissent des retards. D'accord. Donc, des projets ambitieux, des infrastructures en cours, des tests pour la navigabilité. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire aux investisseurs locaux pour qu'ils s'intéressent à vos réalisations? Bon, ce que je peux dire par rapport à nos projets, c'est que nos projets sont des projets viables et c'est des projets qui sont là pour la population. Donc, tous les projets dont on vient de parler sont là pour l'épanouissement des populations de nos États membres. Donc, moi, je pense que c'est des projets qui méritent d'être soutenus parce que les études ont prouvé
qu'ils sont économiquement viables, socialement rentables. Donc rien ne devrait vraiment entraver la mise en œuvre de ces projets. D'accord. On insiste sur l'implication des acteurs économiques locaux. Au Sénégal, en tout cas, on insiste beaucoup pour qu'ils s'intéressent aux différents projets. Est-ce que les projets de l'OMVS facilitent un peu cette appropriation par les populations locales? Je vois beaucoup de contrats signés avec notamment les Chinois, les Indiens. Pourquoi pas les opérateurs économiques? Bon, vous savez, nous, on vise à réaliser nos projets le plus vite possible. Donc, on envisage le financement innovant. Pour le moment, ce qu'on tente de faire, c'est de collaborer avec des banques qui peuvent mobiliser des grandes sommes parce que nos projets coûtent très cher. Donc, nous, on est dirigé par des organes, notamment la conférence des chefs d'État, le Conseil des ministres, qui nous donnent des pistes. Donc, pour le moment, on est à ce niveau. Je pense que si nos privés peuvent nous aider, je pense qu'on peut aller dans ce sens. D'accord, d'accord. Et puis, nous reparlons un peu des bénéfices directs pour les populations riveraines, les populations qui vivent le long du fleuve, parce qu'on a fait plusieurs émissions et à chaque fois, les populations qui interviennent, et je rappelle que que les personnes intéressées peuvent participer en appelant au 88 628 98 98 pour participer à cette émission et poser leurs questions et autres préoccupations. Ces populations se plaignent de ne pas bénéficier directement des ouvrages communs de l'OMVS. Vous l'avez évoqué, l'hydroélectricité. L'électricité est versée au niveau des lignes des sociétés nationales. Vous avez évoqué un point qui me semble assez important, c'est l'électrification rurale pour ces populations riveraines. Où est-ce que vous en êtes concrètement? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée concrète de ce qui a déjà été fait? Oui, bon, on a électrifié beaucoup de villages. Donc, comme je le disais tantôt, chaque ouvrage a un programme d'électrification rurale. Ça a été fait pour Manantali. Et tous les pays en ont bénéficié. Peut-être que ce n'est pas toutes les localités parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, mais c'est des dizaines de localités qui en ont bénéficié par pays. Donc, quand il y a un projet, il y a un montant qui est dédié à l'électrification rurale. C'est récent? Non, ce n'est pas récent, parce que le projet Manantali a commencé depuis 2002. Non, pour l'électrification rurale, pour que les populations bénéficient directement. Je le disais tantôt, ça a accusé un peu de retard pour ce qui concerne Manantali. Mais pour Felou, ça n'a pas accusé de retard. Pour Gouina, c'est en cours, parce que pour Gouina, même lors des négociations même du montant du contrat, on a intégré une part de l'électrification rurale. Donc, on s'améliore. Donc, j'ai parcouru quelques documents où on parle de 54% des ménages du bassin qui sont raccordés au réseau. C'est important. Oui, c'est important. 54%, c'est pas petit pour nos pays. Oui. Je pense que c'est important. D'accord. Donc, l'OMVS qui a plusieurs projets en cours pour soutenir les pays membres, mais également impacter directement les populations. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment? C'est Suleiman et je vous appelle depuis Paris. D'accord. Pour participer à votre intéressante émission. Nous vous écoutons. Voilà, merci effectivement de permettre à toutes ces organisations que je dirais plus ou moins inconnues de parler d'elles-mêmes. Parce que l'OMVS, je pense que c'est une organisation que tous les jeunes Sénégalais comme moi connaissent, puisqu'on nous a appris l'OMVS quand on était à l'école. C'est une organisation qui a été créée depuis 1972, donc qui a à peu près 48 ans d'existence. Et certes, elle a fait beaucoup de choses, notamment les barrages, les réalisations et tout ça. Mais moi, personnellement, je trouve qu'elle n'a pas encore, elle est vraiment très très loin d'avoir atteint ses objectifs. Parce que l'un des principaux objectifs de l'OMVS, c'était effectivement la mise en valeur du fleuve Sénégal. Donc, c'est d'assurer une autosuffisance en eau des pays membres, mais des populations.
Et sur ce côté-là, on ne peut pas dire que l'OMVS a atteint ses objectifs. Parce qu'on voit que l'intérieur, par exemple, du Sénégal a soif, n'est pas bien servi en eau pour permettre aux gens de pratiquer une agriculture florissante. Donc un autre volet aussi où il n'a pas atteint ses objectifs, c'est la partie navigation. Et je vois que ce n'est que maintenant, après 48 ans, qu'il commence à mettre en place des projets, alors que ce côté navigation aurait pu permettre de développer pas mal de secteurs économiques, notamment le tourisme. Parce que quand même, on a de très belles côtes fluviales, remonter Saint-Louis, aller jusqu'au Fouta, aller au Mali. Mais vous imaginez ce que ça pouvait engranger comme recette économique pour toutes les populations riveraines. Donc, pour moi, c'est quand même dommage. Après 48 ans qu'on en est là, quoi. Franchement, parce que si l'OMVS avait vraiment atteint son objectif, avait vraiment réussi, elle pouvait faire tache d'huile partout en Afrique. Et aujourd'hui, on parlerait d'une super organisation africaine, une organisation pour la mise en valeur des fleuves ou des cours d'eau africains. Donc, vous voyez, 48 ans, pour moi, il y a peu de réalisations qui ont été faites et c'est quand même dommage. Et j'ai une question. Donc, une fois après avoir effectivement mis en valeur le fleuve, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que l'OMVS ne devrait pas s'intéresser effectivement à l'intérieur des terres pour mettre en valeur aussi les lacs, les fleuves qui sont à l'intérieur des terres? Je donne un exemple, le lac de Mariste à Dakar, que vous connaissez certainement. Oui. Donc, qui est un lac magnifique. Donc qui n'est pas mis en valeur, qui est vraiment actuellement à l'état sauvage. Est-ce que l'OMVS a des objectifs effectivement de mettre en valeur donc ces espaces naturels qui existent à l'intérieur des terres? Et puis une autre question sur les bassins sédimentaires, qui ont beaucoup suscité d'intérêt pendant les élections présidentielles au Sénégal. Donc pour permettre tout ça aux populations d'accéder à l'eau, est-ce que l'OMVS a des objectifs de mettre en valeur effectivement ces bassins sédimentaires? Parce qu'en Afrique, au Sénégal en particulier, à l'intérieur des terres, les gens ont soif et pourtant le Sénégal est entouré d'eau. Donc on ne comprend toujours pas qu'est-ce que l'OMVS attend pour inonder nos régions d'eau, pour permettre aux gens de cultiver, de boire, voilà. Enfin, c'est triste, hein, c'est triste de le dire, mais je pense que vous êtes très très loin de vos objectifs. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire et vraiment aujourd'hui la jeunesse africaine a besoin de ça. Ça peut permettre d'arrêter tous les problèmes d'immigration, etc., etc. Il y a tellement de richesses qu'on peut tirer de nos fleuves. Le côté énergétique, le côté transport maritime, transport de marchandises, transport touristique. Voilà, aujourd'hui, entre le Sénégal et la Mauritanie, le seul endroit où on peut passer, c'est le bac d'Orange au Sénégal. Vous voyez, alors qu'on a plusieurs kilomètres de fleuves qu'on pouvait exploiter. Donc, je ne parle pas des autres parties. La Gambie, on a effectivement un pont, mais bon, enfin bref, il y a pas mal de projets qu'on peut réaliser. Notamment, il a parlé de télécom et tout. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été exploitées au niveau de nos fleuves, quoi. Voilà la contribution que je voulais faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Souleymane qui nous a appelé depuis Paris pour participer, mais également poser des questions. Vous avez entendu son intervention concernant l'OMVS un demi-siècle après, toujours très loin de ses objectifs. Merci Souleymane, j'ai entendu vos préoccupations qui, du moins, pour certains sont compréhensibles. Et vraiment, pour ce qui concerne la navigation sur le fleuve Sénégal, il a décrit vraiment, c'est un projet pour quelqu'un qui prend le temps d'analyser ce projet. C'est un projet qui suscite l'enthousiasme parce que c'est au cœur du développement local. Donc c'est vrai, ce projet a connu des retards liés à des raisons plus ou moins objectives, parce que nos États sont limités pour la mobilisation des financements. Donc la navigation, c'est un très grand projet. Les bénéfices qu'on peut en tirer, il en a parlé, c'est tout à fait ça. Donc pour revenir pour ce qui concerne les terres ou bien comment on appelle la mise en valeur la mise en valeur des points d'eau qui se trouvent loin du fleuve. Je vous demande d'inonder les terres asséchées. Donc ce que je voulais souligner ici, c'est que nous intervenons au niveau du bassin versant du fleuve Sénégal. Donc on n'a pas mandat à quitter le bassin. Donc
il a cité le cas du Maris, donc Dakar même n'est pas dans le bassin. Donc, tout qu'on fait, on s'occupe du bassin du fleuve Sénégal en faisant notamment la culture de deux crues qui concerne les plaines inondables. Par exemple, pendant l'hivernage, quand la crue n'est pas forte, on fait un soutien de crue pour inonder durablement ces plaines inondables qui seront par la suite emblavées suite au retrait de l'eau. Donc, l'OMVS fait ça. Donc, ce qu'il faut retenir, ce que je voulais dire à Souleymane aussi, donc, on a mis l'eau à disponibilité 12 mois sur 12. Ça, c'est pas petit. Donc, ça, c'est un grand plus qu'on a pu faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui reste à faire, mais la disponibilité de l'eau est déjà acquise. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont mis à profit cette disponibilité pour mener des activités qui leur permettent de faire des profits. Donc ce n'est pas encore envisageable d'acheminer l'eau plus loin que le bassin, de creuser des chenals. Nous, on met l'eau à disponibilité. Maintenant, il appartient aux États maintenant de faire l'usage de l'eau. Par exemple, la ville de Dakar, elle est alimentée à partir de l'eau du fleuve Sénégal. Mais c'est le Sénégal qui fait ça. Mais nous, on a mis à disponibilité l'eau. Donc, la ville de Nouakchott, elle est alimentée à partir de l'eau du Sénégal. Mais ces deux villes ne sont pas dans le bassin, mais c'est les États là qui ravitaillent ces grandes villes à travers les sociétés nationales. Donc, l'eau est disponible, c'est déjà un grand pas. Donc, avant l'avènement des barrages, il n'y avait pas l'eau 12 mois sur 12. D'accord. Voilà, c'est vrai, il reste beaucoup à faire. D'accord. Avant de répondre à la seconde question de Souleymane, nous avons un auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, Madame Seignan. Vous allez bien? Vous avez une préoccupation ou une intervention? Oui, s'il vous plaît. Donc, je voulais intervenir. Oui. Parce que là, donc, j'ai écouté donc l'auditeur qui a parlé depuis Paris. Oui. Je voulais juste corriger pour dire que quand même, l'OMVS, c'est une organisation aussi qui se préoccupe de l'alimentation en eau des populations. Oui. Nous, en tant qu'experts, donc acteurs dans les projets de l'OMVS, donc nous pouvons attester que l'OMVS contribue indirectement à l'alimentation en eau des populations. Parce que, donc si vous allez le long du fleuve Sénégal, pratiquement tous les villages ou les villes qui sont là-bas prennent leur eau potable à partir des affluents du fleuve Sénégal. Donc notamment le Gorom et le Lamsar. Donc même le lac principal où le Sénégal s'alimente est indirectement alimenté par le fleuve Sénégal. Et vous savez que l'OMVS donc organise des opérations de reprofilage et de focardage des axes hydrauliques. C'est-à-dire, donc l'OMVS a des programmes, et M. Diakité sait de quoi je parle, qui contribuent à enlever tout ce qui est plantes aquatiques pour augmenter l'hydraulicité de l'eau. Donc, ce qui permet donc d'amener les eaux jusqu'à des distances assez importantes, jusqu'à 60-100 km après le fleuve Sénégal. Donc, ça permet, d'alimenter les affluents qui servent de prise, qui vont permettre donc, à l'aide de stations de traitement, d'alimenter les populations en eau. Vous allez à Rosbecho, vous allez à Ndiaye, vous allez à Mahana, vous allez à Lamsar. Donc vous avez des stations de traitement qui prennent l'eau sur le Lamsar. Vous allez du côté Mauritanie, vers Kermassen, vous avez la plus importante usine des eaux qui prend de l'eau sur le fleuve Sénégal. Donc c'est à partir des eaux de surface qu'ils prennent leur eau, qui est traitée et qui est distribuée aux populations. D'accord. Vous prenez le lac de Guiers aussi, c'est à partir donc du fleuve Sénégal qu'il est alimenté pour donc pouvoir répondre à la demande croissante du Sénégal. Donc je ne voulais pas être long, d'accord, mais c'est pour juste corriger, pour
leur dire que l'OMVS se préoccupe de l'alimentation en eau des populations riveraines. Merci beaucoup. Donc, une intervention par rapport aux préoccupations de Souleymane et qui souhaite que l'OMVS fasse plus. Je crois que c'est ce qu'il a demandé, que l'OMVS fasse plus. Il a également abordé la question de la mise en valeur du bassin sédimentaire. Voilà, donc je remercie l'auditeur qui vient de raccrocher pour ses contributions. Oui. Je ne sais pas ce que Souleymane parle par bassin sédimentaire. Donc c'est un peu vague. Souleymane souhaite que l'expérience de l'OMVS saluée à travers le monde entier soit mise à profit pour davantage participer à développer nos pays membres. Quand il parle d'acheminer l'eau dans les terres loin du fleuve, c'est peut-être pour que l'OMVS puisse sortir du fleuve pour davantage aider les pays membres à travers l'expérience déjà acquise. Mais je peux peut-être revenir pour expliquer davantage. Je disais tantôt qu'on a un domaine d'intervention limité au bassin. Oui. Et par rapport à certains secteurs, nous, on met seulement l'eau à disponibilité au niveau de certains axes. Oui. Il appartient maintenant à ces États. Oui. C'est valable également pour l'électricité. On achemine l'électricité à un point. Donc, c'est aux États maintenant, via les services techniques concernés, de s'occuper. Mais tout compte fait, je comprends Souleymane, il veut qu'on fasse plus. Donc, c'est ce que nous aussi, on veut. Mais on le comprend. On va s'atteler à cela. D'accord. C'est bientôt la fin de cette émission Nouvelles du fleuve Sénégal. Je rappelle que nous avions avec nous sur ce plateau Mohamedou Massiré Diakité, chef de la division aménagement hydraulique, hydroélectrique et transport. Peut-être un dernier mot avant de clôturer. Je vous remercie de cette opportunité. Le mot de fin que je voudrais souligner, c'est que nous nous attelons à la réalisation de nos projets. Ça peut paraître long aux yeux de certaines personnes. Très long même. Mais c'est les réalités liées même au contexte mondial qui font. Mais c'est notre travail quotidien. On est mandaté pour ça. On va y arriver parce qu'on est dessus 24 heures sur 24. On travaille pour ça. Donc, la mise à disponibilité de l'électricité, de l'eau pour différents usages. Donc, c'est notre credo. D'accord. Voilà. Peut-être aller un peu plus vite, pourrait l'ajouter au credo. Oui, c'est notre souhait aussi. D'accord. Donc, on demande le soutien. Et nous sommes un outil des États. Donc, c'est les États qui nous donnent les moyens. Donc, il faut le dire ici, on a le soutien de nos États parce que les plus hautes autorités prennent des résolutions donc dont la mise en œuvre n'est pas forcément n'est pas faite à la vitesse qu'on souhaite, mais ça bouge. D'accord. C'est un travail de longue haleine. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Mohamedou Massiré Diakité. Je rappelle que vous êtes le chef de la division aménagement hydraulique, hydroélectrique et transport. Nous étions également en direct avec madame Li Fatoumata Kane, coordonnatrice de la cellule nationale OMVS du Mali. Nouvelles du fleuve Sénégal, c'est fini pour ce samedi. Merci de l'avoir suivi. Merci à Pape Abdoulaye Dié à la partie technique. Rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah. Mali jamana denu, Senegali jamana denu, Kabela, Ajine jamana ni Mauritanika, Nakamulu diyo mabade, na jamana bade. OMVS, Africa.